je vois des nouveaux qui sont sur le chat, évidemment. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous installer. Je vois Rega qui est là. Sympa de commencer par le jazz. Maintenant, on va commencer par l'Est. Donc, voilà. Le jazz, ça sera vendredi. On va faire Peut-être qu'on les met pas dans le bottom de l'Ouest après le jazz. Hashtag play-in. Hashtag play-in. Hashtag projet play-in, évidemment. Hashtag Danny Ainge. Donc, il y aura plus de fuck Trae Young, mais fuck par équipe. Non, fuck Trae Young toujours. Fuck Trae Young toujours, ça change pas depuis 2022. Donc pour les nouveaux qui sont là... Est-ce qu'aujourd'hui on va avoir le droit à ça? Ah, peut-être. On commence par les Pacers ou les Celtics. Alors, écoutez, pour les amis de YouTube, du coup, en rediffusion, n'hésitez pas déjà à venir nous voir en live pour discuter avec nous pendant ces previews. Et on va commencer par cette 15e place de l'Est. Alors, je sais pas, on n'a pas non plus mis en place d'ordre de passage ou quoi que ce soit. Après, qui veut déjà nous donner et nous dire un peu pourquoi ils les mettent à cette place? Qui veut nous donner son 15e de l'Est? Et n'hésitez pas aussi dans le chat à nous dire aussi qui seront le dernier. Vas-y Baptiste, à toi l'honneur. Ok, et moi je pense que je vais vous surprendre, mais moi mes 15e c'est les Brooklyn Nets. L'année dernière... Ouais, voilà, j'espère que vous êtes bien assis, hein, j'espère que vous n'êtes pas tombé de vos chaises. Les Nets... les Nets qui l'année dernière nous ont fait une magnifique saison, 12e, 26 victoires. Moi je les ai mis à cette place-là parce que c'est tout simple, mais juste regarde le roster aujourd'hui, c'est beaucoup trop faible, quoi. Leur meilleur joueur ça va être Cam Thomas ou Michael Porter Jr. C'est très jeune, donc forcément ça va être il va y avoir des choses, ils vont devoir travailler tous ces jeunes-là, les Wolf, Zen, tous les rookies, là je crois qu'ils ont 5 ou 6 rookies si je dis pas de bêtises. Donc Jordi Fernandez aura fort à faire pour faire travailler et faire progresser tout cet effectif-là. On a notre petit français quand même qui sera à regarder. Mais voilà, pour moi, tous les mouvements qu'il y a eu cet été avec cette équipe très jeune, je pense que ça va encore sortir le tank et faire la course au first pick, je pense. Eh bien écoute, je te rejoins parce que est-ce qu'il y a un consensus autour des Brooklyn Nets? Donc c'est bien, on va pouvoir un peu faire limite une preview classique. Mais c'est vrai que les Nets, moi j'avais mis là la vision, la vision elle est là à 10 sur 10, full bottom de la ligue sans hésitation. Un MPJ qui arrive et qui est déjà perdu entre les meufs, les podcasts, les teufs, enfin genre c'est n'importe quoi MPJ depuis qu'il est arrivé à Brooklyn. J'ai mis approximativement, il y a 14 joueurs sur le backcourt. Je comprends pas pourquoi ils ont drafté. Je crois qu'ils ont drafté 3 joueurs sur le backcourt, plus ce qu'ils ont déjà. 4 parce que je crois que Drake Powell, je crois c'est un guard, mais ça revient un peu au même quoi. Enfin, donc t'as 4 guards quoi. C'est ça, et que t'as drafté, donc t'en as beaucoup trop, ça va être un joyeux bordel. Comme tu l'as dit, Baptiste, Jordi Fernandez, il aura énormément de boulot. C'est l'équipe avec le plus de chamboulements et le moins de certitude, je pense, de la ligue. Ouais. Je mets pas une autre équipe. Ta seule certitude, c'est Cam Thomas, quoi, qui est un peu encore, parce que physiquement... ouais, c'est ça. L'année dernière, il manque pas mal de matchs. C'est ça. Si juste ça, ta seule certitude, ça fait léger quand même, quoi. C'est ça, parce que tu sais même pas ce que va pouvoir donner Michael Porter Jr. en tant que patron, on va dire, d'une équipe. Donc ouais, et pourquoi tu les mettais est-ce que tu as d'autres arguments, toi, du coup, Oscar, pour mettre les Knicks derniers de l'Est? Comment on peut dire ça? Déjà, moi, je pense qu'il y a le côté... parce qu'on va, je pense, parler d'une autre équipe qui va bottom à l'Est, mais il y a déjà l'aspect pas de vet. Zéro lead. Enfin, il n'y a aucun leader de... On va parler d'une autre équipe qui va bottom, mais qui a des leaders, qui a des joueurs avec de l'expérience et qui peuvent apporter des choses. Et ça perd, mais ça apprend. Là, à part Claxton, qui va être le mec avec le plus d'ancienneté de l'équipe, et Claxton, il doit avoir 26-27 ans, et en vétéran, je dis pas non, mais je dis pas oui non plus. MPJ, vu les déclats qu'il fait, en vétéran, ça m'a l'air très bancal. Et puis,
Après, le reste, c'est Cam Thomas qui a pas l'air non plus quelqu'un de très vocal. Donc ça, déjà, il y a le gros point leadership où il y a rien, quoi. Enfin, vraiment, l'année dernière, il y avait encore les Schroeder, les Cam Johnson qui avaient un peu plus de bouteilles et d'expérience de victoire et de compétitivité. Mais là, c'est vraiment là, c'est zéro et c'est MPG, donc c'est pas la référence. Et puis il y a aussi le côté complémentarité des profils où ça c'est assez évident. Enfin, une ligne. Déjà, il n'y a pas de poste 4 assez fort pour moi. Parce que C'est ça. Noah Clooney, j'aime bien Noah Clooney, hein, mais c'est très faible. C'est très faible. Et puis Danny Wolf, c'est plus un pivot, je crois, qu'un ailier fort. Bah, c'est ce que j'ai mis là à l'écran. Je me suis inspiré d'ESPN et tout ça et des mouvements un peu pour parler de ce roster des Nets. Un 5 majeur projeté de Egor Demin, Cam Thomas, Zaire Williams, Michael Porter Jr. et Nick Claxton. C'est dur. Voilà, ça. C'est bien pour de la N3, mais en NBA, c'est léger, quoi. Exactement. Voilà, on n'est pas sur vraiment le 5 majeur qui fait le plus mouiller de la ligue, on va dire. Sachant que, voilà, on l'a dit en introduction, alors selon ESPN évidemment, mais je pense que on fait un petit peu de recherche, à part Drake Powell peut-être, comme tu l'as dit au début, Oscar, on a déjà 7 joueurs sur le backcourt. Egor Demin, Nolan Traoré, Kobe Buffkin qui est arrivé il y a pas longtemps, Keon Johnson, Cam Thomas, Terrence Mann et le petit Martin que j'ai oublié le prénom. Et comme on dit là-dedans, il y a aucun aucun mec confirmé là-dedans en fait. Il y a surtout aucun shooter. Je vois aucun mec qui peut exister sans ballon là. Parce que en fait, c'est que des mecs. Egor Demin, attention sur le scouting report, c'est le shoot. Nolan Traoré, le fait qu'il a dégringolé dans les mocks, c'est parce qu'il a pas encore un développement de shoot assez conséquent et que c'est surtout un driver. Ben Saraf, que Jordi Fernandez d'ailleurs je pense, j'ai lu qu'il l'aimait beaucoup. C'est pareil, c'est un gestionnaire, mais c'est pas un shooter. Cam Thomas, c'est un shooter, mais c'est plus, c'est un croc, c'est un scoreur, c'est un joueur qui peut mettre des 3 points, mais c'est pas sa spécialité. Terrence Mann, à la limite, mais Terrence Mann, c'est un joueur que tu mets dans une équipe compétitive. Normalement, c'est un mec que tu mets à côté d'un gros meneur, genre un Luka, un truc comme ça, et ça roule sa bosse. Mais après, le reste, ouais, c'est. Et même c'est ce que je te disais, Maxime, c'est que ils ont wave Keon Johnson, ils l'ont wave, alors que c'est peut-être le mec qui était le plus expérimenté sur le backcourt, qui leur avait fait le plus de minutes l'année dernière, et qui avait montré genre vraiment de vrais progrès, parce que à la base c'est un two-way Keon Johnson, et ça va je pense redevenir un two-way, mais c'était peut-être lui qui avait montré le plus de progrès avec Zaire Williams, pardon. Et en fait, il le wave parce qu'en fait, je pense que c'est surtout ça la clé, c'est qu'en fait, moi je pensais que c'était vraiment des drafts au talent où ils ont vu un joueur, que ce soit un guard ou non, ils l'ont pris. Mais le fait qu'ils wave le mec avec le plus de certitude, qu'en fait juste ils sont vraiment sûrs de leur délire à guard, et que ça fait très usine à talent de vibe Sixers c'est clair. ou ce que les Rockets ont fait sur les bacs courtes il y a quelques années avec les Porter Junior, les Christopher et les Green qui on a essayé de faire exister ensemble, alors que pas du tout quoi. Même Orlando l'avait fait il y a pas longtemps là, avec leur délire de Cole Anthony, Jalen Suggs. À un moment donné, ils avaient accumulé un peu les joueurs dans le backcourt et ça faisait un peu laboratoire. Donc je pense que vraiment que c'est vers ça que tend vraiment la saison des Nets. Hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Tu vois, je regarde ce que j'avais préparé. Ouais, à voir MPJ et tout ça. Mais c'est vrai que comme le dit Douanier Médoc dans le chat, c'est vrai que MPJ le plus bagué, ça fait peur. C'est ça. Est-ce que Claxton fait toute la saison C'est presque ça qui va rythmer la saison des Nets. Est-ce que tu peux avoir un premier tour de draft contre Claxton, quoi, c'est tout. C'est ça. Ouais, c'est une équipe concue. Ça va être le plus gros rendez-vous de la saison pour les Nets, ça va être la deadline. Avec qu'est-ce que tu fais de Claxton, qu'est-ce que tu fais de Cam Thomas. Ça m'étonnerait qu'ils trahissent des MPJ, mais on n'est pas à l'abri d'une belle surprise, quoi. Ouais. Donc ça va être, c'est surtout ça qu'il va falloir regarder chez les Nets, je pense, cette saison. Alors justement, il y a Thibaut qui est dans le chat, on t'embrasse, qui nous met la situation de Cam Thomas peut-elle nuire le développement des rookies sur le backcourt
une qualifying offer finalement prise à hauteur de 6 millions, un gros contrat à aller chercher, etc. etc. Et bien justement, petite perche tendue parce que moi, c'est mon joueur à suivre. C'est-à-dire que Moi aussi. Cam Thomas, quand je l'ai mis, déjà que lui, les saisons dernières, c'était déjà un joueur à suivre. C'était déjà un gros Gérard en puissance. Mais alors là, ouais, avec cette qualifying offer de signer, alors que franchement, personnellement, je m'attendais à ce qu'il signe un contrat à Brooklyn dans la première semaine de la free agency. Pour moi, ça faisait partie de ces joueurs en mode, bah attends, il a montré, c'est un jeune avec du potentiel, il va être lock par sa franchise. Ils ont attendu, finalement, c'est la qualifying. Et ben là, en fait, ouais, ça va être incroyable à voir Cam Thomas. Il a un contrat à aller chercher. Il n'y a personne pour lui contester des shoots, à part MPJ. Mais genre, il va prendre 40 shoots par soir. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour voir Cam Thomas en feu. Il va tourner à 12 sur 41 au tir. Ça va être un truc de fou furieux. Alors, soit on va assister à la naissance d'un nouveau gros scoreur. Genre, en mode le gars, en fait, c'est Devin Booker. Soit en fait ça va péter en plein vol, mais dans tous les cas, va falloir sortir les popcorn, les gars. Cam Thomas, ça va être très fun à voir. Du coup, c'était soit pareil, pareil pour toi, Baptiste. Ouais, c'est ce que je m'étais noté aussi. Cam Thomas, il y aura une blessure, il est en contract hier dans une équipe où il n'y aura personne d'autre pour lui concurrencer ce poste de premier manieur de ballon quasiment. Il va avoir limite sa trentaine de shoots par match et le nombre de matchs qu'il va nous faire à 40 points, à 50 points. Ouais, ça va être marrant à suivre cette année et potentiellement ouais, un trade qui pourrait arriver à la deadline pour lui, surtout qu'il a un petit contrat là encore. Donc, ça peut être un bon pour une équipe qui veut chercher les playoffs ou à faire un petit run, avoir un gars comme ça en sortie de banc. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui pourraient être intéressées. Avoir un pétard ambulant là, en sortie de banc pour te mettre des points, quoi qu'il arrive quasiment. Ouais, les Nuggets qui ont encore le contrat de Zeke Nagy au prix de Cam Thomas. C'est pas mal. Sûr, hein. Ressortez les mêmes sur Kobe avec seulement la touche carrée. Ouais, ça va être vraiment, je pense que tous les matins où je vois Cam Thomas avoir pris 30 tirs, ça va partir. Je vais la retrouver, cette image, et ça va être automatique. Toi, Oscar, du coup, c'est qui ton joueur à suivre du côté des Nets ? Bah moi c'est pas un joueur, c'est un aspect. Enfin, c'est un truc global où j'ai quand même envie de surveiller le poste de pivot de cette équipe qui me paraît d'une faiblesse terrible. Alors, outre Nick Claxton, parce que lui il va faire sa saison de manière on sait ce que c'est un Nick Claxton, c'est rim protecteur, rim runner. C'est tu le mets avec un mec qui sait faire un pick and roll et je pense que ça sera toujours pertinent. C'est pour ça que justement des joueurs comme ça, des guards qui peuvent tenir la balle et mener le jeu, c'est quand même intéressant avec un Claxton. Mais après, parce qu'il y a quand même, c'est un secret de polichinelle que Claxton va très certainement se faire trader à la deadline et que la question, c'est pas s'il va se faire trader, c'est contre quoi. C'est juste, est-ce que tu arrives à avoir des seconds tours, des pics, qu'est-ce que tu arrives à avoir. Et après, et c'est ça surtout qui m'intéresse parce que il y a un joueur à côté qui s'appelle Danny Wolf qui est c'est à regarder les scouting reports de ce mec, justement, c'est encore un manieur de ballon, un pivot qui arrive à faire des behind the back, qui a un handle d'arrière ailier. Et donc c'est lui. Donc c'est-à-dire que ça a quand même l'air d'être une option assez négative en défense. Donc avec la défense que tu as de l'autre côté, c'est-à-dire que tu assumes de te prendre des valises à tous les matchs. Ou sinon c'est Day'Ron Sharpe, qui est pas une assurance non plus exceptionnelle et qui est aussi un joueur tradable parce que on a vu les Thomas Bryant, les joueurs comme ça qui se font trader parce qu'il y a des blessures au pivot, des trucs comme ça. C'est totalement un joueur que tu peux aller chercher si Brook Lopez se blesse aux Clippers. Le marché des pivots cet été, ça a été n'importe quoi. On a vu là récemment, on en parlera peut-être vendredi ou peut-être plus tard, Al Horford qui va aux Warriors. Alors Ford, c'était la meilleure solution qui est restée sur le poste de pivot, quoi. Donc t'as raison, le marché pour un joueur comme Day'Ron Sharpe qui a montré que Energizer, etc., il peut apporter comme ça en sortie de banc vraiment ponctuel, ça peut être une bonne solution en effet. Donc ouais, gros candidat les deux là à un trade, effectivement.
Et donc après, c'est le vide, parce que c'est Clooney qui est référencé comme pouvant jouer pivot, mais c'est petit et c'est pas... En protection de cercle, c'est pas possible. Et après, c'est 0. C'est-à-dire que Ouais. ça va être les eaux libres. Et là, ça m'intrigue de voir ce que Jordi Fernandez est capable de faire, parce que c'est peut-être, je sais pas si... C'est peut-être un des meilleurs coachs de la pire équipe qu'on ait vu depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, je trouve, enfin un coach l'année dernière qui, je trouve, avait fait des belles choses quand il y avait encore Dennis Schroeder et Cam Johnson. Je trouve que ça jouait bien, les Nets. Ça se battait, il y avait quand même un côté surchauffe, Ouais. certes, de Schroeder qui était assez évident, mais je trouve ça, il y avait un fond de jeu qui était pas inintéressant. Et après, ça s'est détérioré. Mais ouais, je suis quand même intrigué par ce que ce que vont avoir les Nets en contrepartie. Est-ce qu'ils vont récupérer un pivot? Je sais pas, les Pacers qui se rendent compte que Jay Huff, en fait, ça marche pas et du coup, Ouais. ils veulent récupérer Claxton pour essayer de faire quelque chose avec leur axe Nembhard de Siakam. Ils peuvent essayer Claxton. Est-ce que tu récupères un pivot ou est-ce que tu fais des paris venant de G-League, de mecs qu'on connaît pas, qu'on découvre, qui vont tourner à 10 points par match et qui vont aller chercher des contrats? C'est vraiment ce qu'on disait, Mm. c'est l'usine. Et je pense que le poste de pivot, outre à côté du poste de meneur, le départ de Claxton peut vraiment créer un côté usine à talent chez les Nets au poste de pivot aussi. Et bah non, mais t'as raison. Et merci PAD pour le raid. Bisous et bisous à ceux qui arrivent. C'est les previews, on parle des Nets, on parle pas de l'équipe la plus sexy de la ligue, mais on est bien, et justement on va bien rigoler parce que t'as raison. Oscar, le poste de pivot c'est quand même quelque chose de problématique, et j'ai envie de te dire, en même temps tous les postes chez les Nets sont problématiques. Oui. Mais il y a un peu de Euh, profondeur chez certains, au moins. À ouais, l'aile, il y a un côté, à l'aile et enfin à l'arrière et à la main, ça c'est une évidence. On a vu le nombre de profils. Mm. Même en soi, même en 4, j'aurais pu dire la même chose en 4 parce que MPG, il va jouer 4, mais je le préfère en 3. Enfin, je l'aime bien en 3. Après, Mm. je sais que beaucoup l'aiment bien en 4, mais moi je l'aime bien en 3. Après, c'est Clooney et c'est tout, et c'est ouais. un vrai. Ouais, Enfin, après, niveau quantité, t'as Mm. raison. La qualité, bon, on sait que c'est jeune, c'est fébrile et tout ça, mais au moins au niveau quantité sur le poste 1, 2, 3, il y a ce qu'il faut. Il y a du remplaçant. Mais c'est vrai que là, comme je l'ai mis, ouais, t'as MPJ qui est aussi injury prone, parce que lui aussi, ça se trouve, il va jouer 25 matchs, il va se péter, et en fait, tu dis yes. Après, voilà, comme tu dis, il y a Clowney, Nick Claxton, Deron Shard et Wolf. Bon, c'est pas. Voilà, c'est pas l'assurance tout risque, quoi. Donc voilà, pour ces Nets, on va voir quelqu'un exploser, on peut pas deviner encore, mais c'est sûr qu'il y en a un ou deux qui vont se révéler. C'est sûr. Et en sûr même temps, que- j'ai envie de dire, pour les joueurs, là, c'est l'année ou jamais. T'es en NBA, t'as au cas où, il y a de la liberté partout. Donc, let's go, en fait. Quelque chose à rajouter, Baptiste? Bon, non, je pense que c'est tout bon. Ouais, on va pouvoir partir sur... Bah, tu vois, Baptiste, tu nous régales avec ton scénario. Dis-nous, Ouais. comment va se passer la saison de tes Nets qui sont 15e, du coup? Et bah, pour moi, je pense qu'on sort le gros tank. Clairement, on sort le gros tank, blindé. et on voit ce que ça donne tous ces petits jeunes là, qui est celui qui va réussir à s'imposer, à tirer son épingle du jeu. Ça va être kiffant à regarder, je pense, à suivre un peu. On espère, en tant que Français, évidemment, que ce soit notre. Ouais. Mais ouais, on mise pas trop sur les victoires. On va clairement plus faire la course au first pick. On va avoir 37 tirs par match, comme on l'a dit. On essaye d'aller chercher un pick à la deadline, je pense. Donc potentiellement pour Claxton, à voir, comme on disait tout à l'heure. Mais bon, la question, ça reste qui sera intéressé. Et voilà, puis on va gentiment finir toute cette saison-là à la dernière place de l'Est, je pense, à mon avis. Voilà le scénario qui nous est écrit pour nos petits Nets. Alors, je vais enchaîner, je te laisserai terminer, Oscar. Moi, je me suis mis, les Nets, ils vont perdre des matchs. Il n'y a pas de souci là-dessus, on le sait. Mais alors, ça va être parmi les équipes, je pense, les plus fun à suivre de la saison. Offensivement, Cam Thomas, MPJ, les rookies, ça va être un cirque. Par contre, ça va encaisser 150 points par match.
Oui. Oui, ça, c'est clair. Ceux qui jouent à la TTFL, spot TTFL, mais partout, que ça soit Steph Curry ou Joel Embiid, les gars, pique contre les Nets. Attention à MPJ aussi, on en a très peu parlé, mais MPJ qui peut aussi avoir en ligne de mire sa renégociation, parce que là, cette année, il touche 38 millions. La saison prochaine, c'est garanti, c'est 40 millions. Mais ensuite, qu'est-ce que tu fais? Et puis même pour son ego, lui qui est quand même pas mal moqué. Oui. Exactement. Et du coup, un boulard. qu'est-ce que tu fais pour la suite de ta carrière? Quel rôle tu vas avoir? Est-ce que on va se retrouver avec un MPJ qui va se retrouver dans une situation à la Ben Simmons, de joueur intéressant, limite border All-Star, mais finalement, qui va vouloir de MPJ? S'il est trop gourmand, on voit avec Kuminga, là, il est trop gourmand, personne n'en veut et était un peu dans l'impasse. Qu'est-ce que va donner MPJ? J'espère fortement des minutes conséquentes pour Nolan Traoré et des Nets en full rebuild fun. Ils sont retombés sur leurs pattes bien au niveau des pics après le trio KD, Harden et Kyrie qui a floppé. Ils avaient envoyé plein de pics, ils en ont récupéré plein, donc tant mieux pour eux. Faites-vous plaisir cette saison, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et Oscar? Moi je te rejoins. Je pense que la forme que ça prend peut être potentiellement très kiffante à regarder. C'est ce que je me suis noté en gros, c'est vraiment le côté le rebuild qu'on va voir et qu'on va peut-être plus apprécier et regarder que certains qu'on a pu voir récemment. Je me suis aussi noté que je pense qu'on tient, il y a dans ces rookies, il y a un first team rookie. Je pense qu'il y a un rookie, je sais pas lequel. Moi j'aime bien Igor Demin et Drake Powell, qui sont, je trouve, des joueurs intéressants. Ils sont tous intéressants, mais c'est vraiment eux qui m'ont particulièrement tapé dans l'œil, et Nolan Traoré, parce que Cocorico, je pense qu'il y a un first team all rookie à la. Je dis pas qu'on va avoir des joueurs avec des grosses stats, mais j'ai pas d'exemple de rookie qui est un Jason Tate des Rockets à l'ancienne qui était passé un peu dans les radars, qui avait fait une belle saison rookie, un Chris Duarte qu'on avait pu voir aussi, un joueur qui arrive et qui rookie pose des grosses bases et qui se fait un peu une réputation dessus, projet des Nets ou pas, mais qui peut aussi après devenir une belle valeur. Trade de Claxton quasi sûr, voire même de Cam Thomas, parce que je pense que c'est un aspect d'ailleurs assez sous-coté de son contrat, que en fait ça se trouve les Nets ils ont attendu parce qu'ils se sont dit mais en fait si le mec il a envie de prouver, vas-y prouve, mais nous on va te récupérer 2 choix de draft et un mec un peu prometteur à l'intérieur, et vas-y va t'éclater après, mais ton contrat tu l'auras pas chez nous malheureusement. Alors comme le dit Douanier Médoc, attention, Cam Thomas on peut pas le trade au qualifying offer. Donc c'est vraiment en mode là, l'année de Cam Thomas, c'est fais tes preuves, on se donne rendez-vous en mai, hein, parce que on attend, on va pas les voir en playoff non plus les Nets, mais on se donne rendez-vous en mai, t'appelles ton agent et ensuite on pourra renégocier. Voilà. Ou un sign and trade, je sais pas si c'est possible un sign and trade avec la qualifying. Je sais pas, non je crois pas. Hein. Je pense pas non plus. Ah, tu peux le faire en sign and trade comme le dit Étienne. Ouais, en sign and trade, donc ça peut être ça peut être intéressant. Et en plus, c'est là où je me dis, c'est que la prochaine draft, c'est une draft avec pas mal de forwards, genre les Boozers, les Dibansa, et ce qu'on a pointé, c'est quand même la faiblesse du 4. Donc en fait, je me dis, ça peut être le bon timing. C'est le gros candidat à accueillir un Dibansa. J'aurais bien aimé que Ace Bailey atterrisse au Net, ça aurait été tout aussi fun, mais c'est les candidats favoris. Et je mets un gros attention sur le 5 qui commence la saison et le 5 qui la finit. Je pense que mon avis, ça sera très intéressant de refaire le visuel que tu as fait, Maxime. C'est ça. À ton avis, oui. Ça va être très fun. Eh ben, très bien pour cette 15e place. Écoutez, pour cette première preview, on est d'accord pour le moment sur les 15e de l'Est. Ce seront donc les Brooklyn Nets. Pas besoin de faire... moi, je sais que j'arrive jamais à faire un truc en mode le bilan. Il faut combien de victoires au maximum et ça, j'en ai rien à foutre. Voilà. Juste en dessous des 20 wins. Voilà. Je pense que quelque chose comme ça. Ça doit être, ils vont finir à 18 victoires, comme ça. Le management des Nets, c'est un daron qui lâche Cam Thomas, son fils, à sa première boom et qui attend le lendemain matin pour le féliciter ou l'engueuler. C'est un peu ça. Genre en mode, vas-y, fais ta saison. Et soit on te renégocie au rabais, soit on mettra le prix, mais ils auront pas la liberté, les Nets, d'avoir l'avantage en fait sur le contrat.